Le cas pratique, c'est quoi? Le cas pratique est un exercice juridique que l'on rencontre dès la L1 jusqu'au M2. À côté du commentaire et de la dissertation, c'est un exercice que les professeurs apprécient particulièrement. Quel est le but du cas pratique? Le cas pratique a un but précis. Évaluer ta capacité de raisonnement face à une situation juridique complexe afin de pouvoir y apporter une réponse adaptée en mobilisant tes connaissances. Lorsque l'on parle de raisonnement, on parle bien entendu de raisonnement juridique. On apprend en droit que le raisonnement juridique correspond au syllogisme juridique, c'est-à-dire une façon de présenter son argumentation articulée autour de 3 axes, à savoir la majeure, la mineure et la conclusion. Pourquoi cet exercice pose-t-il autant de difficultés aux étudiants? Encore une fois, on observe que le cas pratique pose d'année en année beaucoup de difficultés aux étudiants qui, en conséquence, ont du mal à obtenir la moyenne. Que ce soit de par mon expérience d'étudiant ou au regard des copies que j'ai corrigées en étant chargé de TD, j'ai identifié 2 facteurs de difficulté concernant le cas pratique. La première difficulté est liée aux conseils méthodologiques qui sont répétitifs. Effectivement, pour ne pas changer, qui n'a pas déjà entendu que pour réussir le cas pratique, il suffisait tout simplement de suivre le syllogisme, comme si appliquer le syllogisme suffisait à obtenir la moyenne. Dans l'idée, ce serait cool, mais malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples. Alors, on répète année après année qu'il faut faire un rappel des faits, puis la problématique, et enfin, appliquer le syllogisme. Je suis d'accord avec ça, mais en même temps, pas totalement. Alors pourquoi je dis ça? Simplement parce que le cas pratique est un exercice purement formaliste, contrairement aux commentaires et à la dissertation. En effet, je pense que pour le cas pratique, la forme prime sur le fond et cette réflexion n'engage que moi. Je sais que cela peut sembler étonnant, mais laisse-moi t'expliquer pourquoi. As-tu déjà constaté que dans un cas pratique, très souvent, tu identifies assez vite là où se situent les problèmes et tu sais globalement la réponse que tu vas y apporter. Simplement, il y a une grosse différence entre le fait d'avoir une idée de la solution et écrire clairement celle-ci. Ce que je veux dire, c'est que bien souvent, les élèves ont les connaissances pour traiter le cas pratique, mais ne savent pas organiser leur réflexion, même en suivant le syllogisme. La réflexion paraît désordonnée, les étapes du syllogisme se distinguent mal les unes des autres. Pour prendre un exemple très simple, j'ai corrigé bon nombre de copies où les étudiants concluaient déjà dans la mineure. Or, la mineure n'a que pour but de vérifier si les conditions sont remplies. À aucun moment tu ne dois, à cette étape, émettre un jugement. C'est uniquement dans la conclusion que tu dois le faire. C'est ce genre de petites erreurs qui font que le correcteur est vite agacé et met une note qui paraît parfois injuste quand bien même la réflexion ne semblait au départ pas trop mauvaise. La deuxième difficulté, c'est probablement un manque de pragmatisme de la part des enseignants. Lorsque je parle d'enseignants, je parle surtout de chargés de TD qui sont généralement ceux qui expliquent les différentes méthodologies aux élèves durant les heures de TD. En effet, les chargés de TD oublient bien souvent qu'ils ont été élèves eux aussi, et oublient d'aborder des questions pratiques qui font toute la différence dans le processus d'apprentissage et de compréhension par les élèves. Par exemple, combien d'étudiants se posent la question de savoir comment doivent-ils rédiger la majeure s'il n'y a aucun texte légal qui est applicable et que la solution provient de la jurisprudence? Qu'est-ce qu'ils doivent écrire dans la mesure où nous avons toujours appris qu'il fallait commencer dans la majeure par la loi, puis la jurisprudence, puis la doctrine? Les exemples ne sont pas rares. Par exemple, la qualification de contrat en cours, en droit des entreprises en difficulté, provient de la jurisprudence et non de la loi. Ou encore la compensation pour dette connexe provient elle aussi de la jurisprudence et non pas de la loi. Donc si la solution provient de la jurisprudence et pas de la loi, on fait comment? On écrit quoi? À côté de ça, il y a encore plein d'autres questions. Par exemple, faut-il faire un plan? Est-ce que ce plan est une obligation ou est-ce que c'est simplement une structure pour nous aider? Par ailleurs, concernant la problématique, faut-il faire une problématique sous chaque partie du plan? Ou alors une problématique globale, et ensuite on détaille le plan. Voici un exemple de question que peut se poser un étudiant devant sa copie, et à mon sens, si on veut aider les élèves efficacement, il faut savoir se mettre à leur place. C'est sur ce genre de petits détails, qui paraissent évidents, tellement évidents qu'on les aborde pas, que tout se joue. Si je suis autant critique vis-à-vis du manque de pédagogie des chargés de TD, c'est qu'à mon sens, savoir se mettre à la place d'un étudiant est facile, voire naturel, dans la mesure où nous ne sommes pas beaucoup plus âgés que les étudiants que nous avons en cours, on a connu les mêmes difficultés qu'eux, mais il faut croire que certains chargés de TD font preuve d'amnésie. Encore une fois, je ne jette pas la pierre aux enseignants, qu'ils soient profs ou chargés de TD, ils ont tous pour objectif de vous aider à réussir. L'intention est souvent là, mais les moyens qu'ils mettent en œuvre sont inadaptés, et il serait peut-être temps de s'en apercevoir. Qu'est-ce que propose InConcreto? Avant toute chose, si tu ne sais pas ce qu'est InConcreto, je t'invite à visiter mon site et à regarder la vidéo de présentation que j'ai publiée il y a quelques semaines. Concernant le cas pratique, j'ai réalisé un guide méthodologique intitulé « Savoir faire un cas pratique », dans lequel je te donne l'ensemble des clés qui m'ont permis de réussir cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce guide? Mon but, c'est d'être concret, t'apporter les conseils utiles qui te permettront de réussir avec certitude ton prochain devoir. J'ai décidé d'organiser le guide autour de 3 axes majeurs de réflexion. Le premier axe de réflexion, c'est tout d'abord répondre aux questions pragmatiques. J'ai surtout pris le temps de me pencher sur les questions que se posent les étudiants et pour lesquelles ils n'ont pas de réponse. On s'aperçoit que les élèves ont souvent les mêmes questions puisque ce sont les mêmes erreurs que l'on retrouve dans les copies année après année. En effet, comme je l'ai indiqué plus tôt, ce qu'un étudiant souhaite savoir, ce n'est pas l'architecture globale du cas pratique puisqu'il la connaît. On lui rabâche depuis des années. Ce que l'étudiant souhaite, c'est tout simple, c'est avoir des réponses concrètes aux questions qu'il se pose devant sa copie.
Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, ces questions pragmatiques sont diverses et on les retrouve à chaque étape du cas pratique. Et je vais t'en donner la preuve tout de suite. Alors, l'étape première du cas pratique, c'est la qualification des faits. Dans un cas pratique, quand tu as plusieurs sociétés, comment tu peux les qualifier? En effet, on ne va pas écrire société 1, société 2, société 3. Quand tu as 5 ou 6 sociétés, comment ça se passe? De la même façon, pour les personnes physiques, en droit de la famille ou en droit civil, comment peut-on les qualifier sans faire de répétition? L'étape 2 du cas pratique, c'est la question de droit. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'étudiants ne savent pas s'il faut faire une question de droit générale ou plusieurs petites questions. Faut-il toujours faire un plan? Peut-on reprendre la problématique de l'énoncé ou doit-on la reformuler? L'étape numéro 3 du cas pratique, c'est le syllogisme. Par exemple, dans la majeure, comment doit-on faire s'il n'y a pas de doctrine? Est-ce qu'on doit le dire? Ou alors, on ne dit rien et on passe directement à l'étape suivante. Également, c'est à cette étape qu'on va devoir mobiliser nos connaissances pour répondre au cas pratique. Et à cette étape, comment peut-on savoir quelle partie du cours est nécessaire pour pouvoir apporter une réponse? Et à l'inverse, quelle partie du cours peut-on se permettre de mettre de côté? Voilà, je viens de te prouver rapidement que chaque étape du cas pratique soulève un certain nombre de questions chez les étudiants. Le deuxième axe de réflexion, c'est le fait que j'ai détaillé avec précision ce que tu dois écrire dans chaque étape de ton devoir. Les élèves ont du mal à produire un raisonnement qui soit limpide. Très souvent, les idées sont confuses et mal présentées, et c'est d'ailleurs la première source de difficulté des étudiants, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et pour résoudre cette difficulté, j'ai décidé de traiter chaque étape du cas pratique, en te disant ce que tu dois faire exactement en l'illustrant par un exemple. Pour aller encore plus loin, je te partage ma méthode pour savoir ce qui est réellement utile dans le cours et ce qui ne l'est pas. Parce que oui, il y a une façon de déterminer si une notion est utile ou non pour résoudre le cas pratique. Enfin, le troisième axe de réflexion, c'est la gestion du temps. En effet, en partiel, tu n'as que 3 heures pour réaliser ton devoir. Il faut donc savoir aller à l'essentiel et ne retenir que ce qui est nécessaire. 3 heures, c'est court, et si tu perds du temps, en plus d'avoir un raisonnement mal présenté, c'est un 6 sur 20 assuré. 3 heures, c'est court, mais c'est faisable. Et il n'est pas rare de voir des étudiants qui parviennent à obtenir d'excellentes notes car ils disposent tout simplement des bonnes clés pour y parvenir. J'ai réalisé le guide de la façon la plus claire possible en distinguant cas pratique ouvert d'une part et cas pratique fermé d'autre part. Parce qu'en effet, les deux n'obéissent pas exactement aux mêmes règles et il est important de maîtriser aussi bien l'un que l'autre. Comme tu le sais, mon but c'est de te montrer les choses, conséquence de quoi tu trouveras à la fin du guide un cas pratique entièrement rédigé qui applique mes conseils pour que tu aies une vision claire de ce dont je te parle. Encore une fois, ce guide se base entièrement sur mon propre vécu d'étudiant, croisé à mon expérience de chargé de TD durant laquelle j'ai corrigé un bon nombre de copies pour lesquelles les mêmes erreurs étaient systématiquement commises. À l'heure actuelle, le guide est le 3e plus commandé par les étudiants et les retours sont très positifs. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, je te laisse découvrir le concept d'Inconcreto par toi-même. Sur ce, je te souhaite énormément de courage pour ton année. Accroche-toi et crois en toi. La réussite n'est pas réservée aux autres, utilise les bonnes méthodes et tu verras que tu peux toi aussi atteindre tes objectifs.